Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet inexpliqué en physique. Je veux parler de cette mystérieuse matière noire que les cosmologistes tentent de détecter sans succès et qui fait couler beaucoup d'encre parmi les physiciens. Voyons d'abord comment la cosmologie en est venue à introduire cette mystérieuse matière noire. Tout commence dans les années 1930 avec les travaux de Fritz Zwicky sur les amas de galaxies, en particulier l'amas de Coma, où il constate des mouvements incompatibles avec les théories actuelles, et en vient à postuler la présence d'une matière sombre. Ces idées sont oubliées jusque dans les années 1960-1970, où l'astronome Vera Rubin constate une nouvelle anomalie dans les galaxies spirales, et publiera un article qui fera date en 1980 sur les courbes de rotation des étoiles de 21 galaxies spirales, démontrant que leur vitesse reste constante à grande distance du centre galactique. Ces courbes de vitesse des étoiles, non conformes aux prévisions de la physique, ont débouché sur l'introduction de la matière noire, pour trouver une explication compatible avec la théorie de la relativité générale. Et désormais, la cosmologie officielle suppose que les galaxies sont entourées d'un halo de cette hypothétique matière noire, qui peut être 10 à 20 fois supérieure à la quantité de matière visible. Ce petit tableau montre l'ampleur du problème auquel fait face la cosmologie, qui conclut que, en moyenne dans l'univers, la matière noire représenterait 5 fois plus de matière que la matière visible. Une alternative à la matière noire a vu le jour à partir de 1983, avec le physicien Mordechai Milgrom et sa théorie monde, qui suppose que les lois de la gravité sont modifiées dans des champs faibles, mais sans pouvoir donner d'explication physique au phénomène. Malheureusement, des observations d'étoiles binaires éloignées contredisent sa théorie. Mais ce n'est pas le seul problème que rencontre la cosmologie actuelle, car un autre phénomène tout aussi inexplicable est la vitesse de fuite des galaxies, qui, d'après les observations et les modèles actuels, serait en train d'accélérer au lieu de ralentir, comme le supposait la relativité générale. Les cosmologistes, jamais en manque d'imagination, ont là encore imaginé un nouveau subterfuge, l'ajout d'énergie noire, plutôt que de remettre en question les théories actuelles. Mais il n'y a pas que ces deux anomalies qui posent problème en physique, loin de là, car la relativité générale soulève plus de questions d'un point de vue physique qu'elle n'en résout, même si les résultats mathématiques sont effectivement remarquables et confirmés par de nombreuses mesures avec une précision inégalée. La relativité générale a supprimé l'éther, qui était supposé remplir l'espace jusqu'au début du XXe siècle, même si les physiciens échouaient là aussi à détecter cet éther, ce qui a amené à son abandon par Einstein, puis par la communauté scientifique tout entière ou presque. Du coup, il devient très difficile de concevoir que la lumière, et donc les champs magnétiques et électriques, soient des ondes qui se transmettent dans un vide totalement vide. Mais la physique moderne n'est pas à une aberration près, et celle-ci est donc bien incapable aujourd'hui d'expliquer ce qu'est un champ électrique ou un champ magnétique. Les idées d'Einstein ont ensuite été adoptées par la communauté scientifique, pour bâtir la mécanique quantique, qui elle aussi est bourrée d'incohérences. Par exemple, l'absence d'éther a conduit à imaginer des particules virtuelles pour expliquer les interactions nucléaires. Mais depuis 1964, les physiciens ont réintroduit le fait que le vide n'est pas vide, mais rempli de bosons de Higgs. Elle a également été contrainte d'introduire la notion d'énergie du point zéro, avec une densité phénoménale, sans aucun rapport avec la densité d'énergie due au boson de Higgs. Donc, en résumé, l'éther a été supprimé en 1905 par Einstein, mais depuis, les physiciens ont été obligés d'introduire les bosons de Higgs, l'énergie du point zéro, la matière noire et enfin l'énergie noire, pour pouvoir expliquer les phénomènes physiques qu'ils constatent, alors que l'éther est la bonne et unique explication. Cette chaîne contient de très nombreuses vidéos sur une révision de la physique qui s'appuie sur cet éther oublié dans la science moderne et qui apporte des explications rationnelles beaucoup plus satisfaisantes. Je collabore désormais avec un professeur de mécanique des fluides, spécialisé en relativité générale,
qui travaille à démontrer l'équivalence des équations entre la relativité générale et mes hypothèses d'un éther, fluide parfait remplissant le vide. Un premier papier sur l'effet Shapiro va sortir dans quelques jours, et le lien sera mis dans la description dès sa publication. Nous allons voir maintenant comment cet éther peut apporter des explications très simples à ce problème de vitesse des étoiles dans une galaxie, sans faire appel à de la matière noire, ni à une modification des lois de la physique actuelle. Mes travaux sur la physique de l'éther m'ont amené à la conclusion que l'éther est aspiré par la matière, et les particules de matière ne seraient rien d'autre que des vortex d'éther, comme les physiciens le supposaient déjà à la fin du XIXe siècle. Cette aspiration crée un vent d'éther accéléré qui converge vers la matière, et c'est ce vent qu'on appelle la gravitation. Cela soulève toutefois une question encore non résolue aujourd'hui, sur ce que devient cet éther, une fois qu'il converge au sein d'un atome. Certains physiciens, comme Nassim Haramein, assimilent le proton à un micro-trou noir. Une autre hypothèse est que cet éther se dissipe en ondes de compression à très haute fréquence. Partons de cette hypothèse d'un fluide parfait accéléré, aspiré par la matière, qui crée ainsi la gravitation. Au passage, on trouve une explication très simple au principe d'équivalence d'Einstein, qui suppose que la gravitation n'est pas dissociable d'une accélération, et que la masse inerte et la masse pesante sont identiques. La masse pesante est la masse obtenue dans un champ de gravité, par exemple un G à la surface de la Terre, qui absorbe l'éther accéléré à 1G. La masse inerte est celle qui est vue lors d'une accélération, par exemple dans un vaisseau accélérant à 1G. Dans les deux cas, le corps croise un flux d'éther accéléré à 1G, d'où le principe d'équivalence, que la relativité générale est incapable d'expliquer. L'intensité de la gravitation est donnée par la loi bien connue de Newton. Petit g égale grand G grand M divisé par R au carré, avec grand G constante gravitationnelle, grand M masse de l'astre, et petit r distance du centre de l'astre. Mais cette loi est valable uniquement dans le cas d'une symétrie sphérique. Une galaxie spirale n'entre pas du tout dans ce cas d'une symétrie sphérique. Et nous allons devoir revenir à la loi locale de gravitation qui est valable en tout point. Divergence de la gravitation égale moins 4 pi ρ fois grand G, où ρ est la densité de matière à un endroit ponctuel. Il est fondamental de bien comprendre ce que signifie cette formule d'un point de vue physique. La divergence mesure si le flux d'une grandeur est constant ou pas dans un petit volume autour d'un point. Si la divergence est négative, le point peut être considéré comme un puits qui absorbe le flux. Si la divergence est positive, le point peut être considéré comme une source. Et si la divergence est nulle, le flux est conservé autour du point considéré. Dans le vide intersidéral, la densité de matière est nulle, ρ égale 0. Et donc la divergence du flux de gravitation est nulle. Par contre, si ρ est non nul, alors de la matière est présente en ce point. La divergence est négative, et le flux de gravité se fait absorber. On peut dire que la matière absorbe la gravité. Nous allons voir maintenant comment cette formule s'applique de manière extrêmement simple, grâce à cette autre formule mathématique. Cette formule dit que calculer comment un flux est absorbé ou généré dans un volume fermé revient à calculer le flux sortant à la surface de ce volume. Voyons comment cela s'utilise d'un point de vue mathématique. Nous allons appliquer dans un premier temps cette formule à un astre massif de rayon grand R, de densité volumique ρ, et calculer le champ de gravité à une distance petit r. À l'extérieur de l'astre, on va intégrer la première formule sur la sphère de rayon petit r, qui se transforme en une intégration sur la surface sphérique de rayon petit r. Comme il y a une symétrie sphérique, le champ G est constant sur toute la surface et peut être sorti de l'intégrale. On retrouve en deux lignes de calcul la formule bien connue de Newton. Un point très important est cette symétrie sphérique qui permet de sortir G de l'intégrale et de retrouver la loi bien connue de la gravitation en 1 sur R2. À partir de cette formule de la gravitation, il est très facile de trouver la vitesse d'un corps en orbite à une distance petit r
en disant que l'accélération est égale à la gravité, d'où V égale racine de grand G grand M sur petit r. Le problème que rencontre la cosmologie avec la vitesse des étoiles à la périphérie d'une galaxie est qu'il faudrait un champ de gravitation en 1 sur r pour avoir une vitesse constante k, et c'est typiquement ce que suppose la théorie monde, sans être capable de donner une vraie cause physique à un tel phénomène. Nous allons maintenant reprendre les calculs avec un modèle très simple, en assimilant une galaxie spirale à un cylindre plat homogène, avec une hauteur h très inférieure à son rayon critique, RC. Au-delà du rayon critique englobant quasiment toute la masse, tournent des étoiles isolées. Dans un repère cylindrique, on va considérer le champ de gravité radial GR et le champ de gravité GZ, selon l'axe Z. On va s'intéresser aux étoiles en orbite, dans le plan équatorial. Pour des raisons de symétrie, GR est constant pour R donné, et comme H est très inférieur au rayon critique, on va considérer GR indépendant de Z. On va s'intéresser à GZ, à la surface du disque, c'est-à-dire à une hauteur plus ou moins h sur 2. Comme petit h est très inférieur à RC, on va considérer que c'est comme si le disque de rayon RC était infini, vu d'une hauteur plus ou moins h sur 2. Et donc GZ est constant sur la surface du disque. Enfin, on va considérer que GZ est nul au-delà de RC. C'est une hypothèse fondamentale dans cette démonstration, et qu'il est important de clarifier. Si l'on considère que la matière aspire l'éther dans un espace isotrope à l'extérieur du disque, l'éther devrait avoir un mouvement radial, mais aussi vertical, et GZ est normalement non nul. Ici, on suppose que la galaxie est en rotation, et que des courants d'éther à très haute vitesse circulent dans le plan de la galaxie, en particulier à la périphérie de la galaxie. Cette très haute vitesse dans le plan équatorial rend ces courants impénétrables, selon l'axe Z, d'où une hypothèse GZ égale 0. À cause de ces courants d'éther, l'espace perd ses propriétés isotropes, et c'est ce qu'avait découvert le physicien français et prix Nobel d'économie Maurice Allais, tel que démontré dans son livre « L'anisotropie de l'espace », publié en 1997. De la même manière qu'on a calculé la gravité pour une sphère, on va pouvoir calculer la gravité pour une galaxie, dans le plan équatorial, selon les deux cas. À l'intérieur du disque de la galaxie, petit r inférieur ou égal au rayon critique, et à l'extérieur du disque de la galaxie, petit r supérieur au rayon critique. Tu trouveras tous les détails de calcul dans la publication indiquée dans la description de cette vidéo. On va commencer par calculer GZ en utilisant un cube comme surface d'intégration, et on trouve alors ceci. Ensuite, on utilise un cylindre de rayon R et de hauteur H pour réaliser les calculs, dans les deux cas à l'intérieur du disque central ou à l'extérieur, et on trouve alors ces formules. On retrouve bien que la vitesse de rotation des étoiles augmente tout d'abord, proportionnelle à la distance au centre de la galaxie, avant de se stabiliser à une valeur limite. Pour retrouver des résultats en cohérence avec la relativité générale, la cosmologie actuelle introduit des halos de matière noire, qui ont besoin d'être sphériques ou ellipsoïdaux, pour que les simulations collent aux observations. Ce qui montre à quel point ce concept de matière noire n'est qu'un affreux bricolage. Si maintenant on regarde la vitesse maximale obtenue, au rayon R égale RC, l'approche sphérique donne pour résultat V égale racine de grand G grand M sur RC, tandis que l'approche cylindrique donne V égale racine de 4 tiers de grand G grand M sur 3H. Les cosmologistes déduisent la masse des galaxies de cette vitesse observée, c'est-à-dire pour un modèle sphérique, la masse estimée est RC-V2 sur grand G, tandis que la masse estimée dans un modèle cylindrique est 3H-V2 sur 4G. On voit que ces deux modèles donnent deux estimations de masse différentes, dans un rapport 3/4 de H sur RC, à comparer avec le ratio masse visible sur masse avec matière noire de la cosmologie. Ce petit tableau donné pour quelques galaxies montre que ces rapports semblent très bien corrélés, sauf pour la galaxie NGC 6946.
Il semble bien une nouvelle fois que la physique de l'éther découverte par Nikola Tesla à la fin du XIXe siècle apporte des explications bien plus satisfaisantes et rationnelles sur le plan physique que la physique officielle. J'aurai l'occasion de présenter ces travaux et bien d'autres encore sur la physique de l'éther et l'antigravité lors d'une grande conférence internationale organisée du 2 au 6 août, près de Valence. Cette conférence porte sur la science des ovnis et plus de 70 ans de témoignages d'observations que la science est bien incapable d'expliquer, car il faut bien se rendre à l'évidence que notre compréhension de la physique est fausse et que des civilisations avancées savent arriver jusqu'à nous depuis bien longtemps. Un film documentaire choc, The Edge of Disclosure, vient de sortir aux USA et brise cette loi du silence en interviewant d'anciens hauts responsables des services de renseignement et du gouvernement américain sur les projets de rétro-engineering faits à partir d'engins récupérés. La Chine et la Russie auraient fait de même. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. Et tout cela sera justement exposé lors de cette conférence, où même l'armée de l'air a été invitée à venir s'exprimer. Un premier pas a été fait ce mois-ci, lors du très sérieux Paris Defense and Strategy Forum 2025, avec une conférence sur le sujet OVNI le dernier jour, jeudi 13 mars, où j'étais présent en compagnie du célèbre témoin, pilote de chasse et instructeur, le colonel Jack Tring, qui sera aussi présent à la conférence début août à Valence. J'ai ajouté 2 liens utiles dans la description à propos de cette conférence historique. Le site web de l'événement, une interview présentant l'événement avec une partie des conférenciers. J'y ai également ajouté les liens vers mes publications scientifiques centrées sur la physique de l'éther. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et j'espère bonne conférence cet été à Valence. Bye bye!